Relation du rêve avec la vie de veille. Le jugement naïf de celui qui est réveillé admet que le rêve, même s'il ne provient certes pas d'un autre monde, avait tout de même emporté le dormeur dans un autre monde. Le vieux physiologiste Burdak, à qui nous devons une description minutieuse et fine des phénomènes du rêve, a formulé cette conviction dans une phrase très remarquée. Jamais la vie de la journée ne se répète avec ses efforts et ses jouissances, ses joies et ses douleurs. Au contraire, le rêve vise à nous en libérer. Même si toute notre âme était remplie d'un objet, même si une douleur nous avait déchiré jusqu'au tréfonds, qu'une tâche eût mobilisé toute notre force d'esprit, le rêve ou bien nous donne quelque chose de nature tout à fait étrange, ou bien ne prend de la réalité effective que quelques éléments isolés pour ses combinaisons, ou encore ne fait qu'entrer dans la tonalité de notre humeur et symbolise la réalité effective. I.H. Fichte, dans le même sens, parle directement de rêves complémentaires et les appelle un des bienfaits secrets de la nature autocurative de l'esprit. C'est dans un sens similaire que s'exprime encore L. Strumpel dans son étude sur la nature et la jeunesse des rêves, à juste titre tenu de toutes parts en haute estime. Page 16, il écrit celui qui rêve, c'est détourné du monde de la conscience vigile. Page 17, dans le rêve, la mémoire portant sur le contenu ordonné de la conscience vigile et sur son comportement normal se perd pour ainsi dire entièrement. Page 19, le fait que dans le rêve l'âme est coupée, presque sans souvenir, du contenu et du cours régulier de la vie de veille. Mais l'écrasante majorité des auteurs a soutenu, en ce qui concerne la relation du rêve avec la vie de veille, la conception opposée. Ainsi Hafner. D'abord, le rêve prolonge la vie de veille. Nos rêves se rattachent constamment aux représentations qui étaient là peu auparavant dans la conscience. Une observation exacte trouvera presque toujours un fil par lequel le rêve a rejoint les expériences vécues du jour précédent. Weygand contredit directement l'affirmation citée plus haut de Burdak, car il est souvent possible, apparemment dans l'écrasante majorité des rêves, d'observer que ces derniers nous ramènent précisément dans la vie habituelle au lieu de nous en libérer. Maury, Le sommeil et les rêves, page 56, dit en une formule concise « Nous rêvons de ce que nous avons vu, dit, désiré ou fait ». Gessen, dans sa psychologie parue en 1855, détaille un peu plus, page 530. Constamment, le contenu des rêves est plus ou moins déterminé par la personnalité individuelle, l'âge de la vie, le sexe, l'état, le niveau d'éducation, le mode de vie habituel, et par les événements et les expériences de toute la vie antérieure. La position la moins équivoque sur cette question est prise par le philosophe J.M. Mas, des Passions 1805. L'expérience confirme notre affirmation. L'expérience confirme notre affirmation, dit-il. Ce dont nous rêvons le plus fréquemment, ce sont des choses sur lesquelles sont dirigées nos plus ardentes passions. On voit par là que nos passions doivent nécessairement avoir de l'influence sur la production de nos rêves. L'ambitieux rêve des lauriers conquis, peut-être seulement dans son imagination, ou qui sont encore à conquérir, cependant que l'amoureux s'occupe dans ses rêves de l'objet de ses doux espoirs.
tous les désirs et toutes les exécrations venant des sens et qui sommeillent dans le cœur peuvent, lorsqu'ils sont incités par une raison quelconque, avoir pour effet qu'un rêve apparaît à partir des représentations qui leur sont associées, ou que ces représentations s'immiscent dans un rêve déjà présent, communiqué par Wittgenstein dans le ZBL sur Psychoanalyse. Les anciens ne pensaient pas autrement. Les anciens ne pensaient pas autrement sur la dépendance du contenu des rêves par rapport à la vie. Je cite d'après Radestock, lorsque Xerxès, avant son expédition contre la Grèce, détournait de sa décision par un bon conseil, il fut pourtant encouragé par des rêves répétés. Le vieil interprète des rêves chez les Perses, le raisonnable Artaban, lui dit déjà avec impertinence que les images de rêve contenaient la plupart du temps ce que l'homme pensait déjà à l'état de veille. Dans le poème didactique de Lucrèce de Rerum Natura se trouve le passage suivant. Et quels que soient les objets de notre prédilection et de notre attachement, ou ceux qui nous sont tenus longtemps occupés et qui ont exigé de notre esprit une attention particulière, ce sont ceux-là même que nous croyons voir se présenter à nous dans le rêve. L'avocat rêve qu'il plaide et confronte les lois, le général qu'il bataille et se lance dans la mêlée. Cicéron, de Divinationné, dit de façon tout à fait analogue, comme dit plus tard Maury. Est-ce que ce qui par excellence est mis en mouvement et agit dans les esprits, ce sont les restes des choses qui, à l'état de veille, nous ont fait réfléchir ou agir? La contradiction de ces deux vues concernant la relation, la contradiction de ces deux vues concernant la relation entre la vie de rêve et la vie de veille semble en fait insoluble. C'est donc ici le lieu de le rappeler, la façon de voir de F. Hildebrandt, qui estime que les particularités du rêve ne sauraient être décrites autrement que par une série d'oppositions qui culminent apparemment en contradiction. La première de ces oppositions est formée d'un côté. La première de ces oppositions est formée d'un côté par la stricte coupure ou fermeture du rêve par rapport à la vie effective et vraie, et d'un autre côté par le constant empiètement du premier sur la seconde, la constante dépendance du premier par rapport à la seconde. Le rêve est quelque chose de foncièrement à part de la réalité effective vécue à l'état de veille. On aimerait dire une existence hermétiquement fermée sur elle-même, séparée de la vie effective par une faille infranchissable. Il nous détache de la réalité effective, efface en nous le souvenir normal de celle-ci et nous place dans un autre monde et une toute autre histoire personnelle qui au fond n'a rien à voir avec l'histoire effective. Hildebrandt expose ensuite comment, avec l'endormissement, tout notre être, avec ses formes d'existence, disparaît comme une trappe invisible. C'est ainsi, par exemple, qu'on vogue en rêve vers Sainte-Hélène pour offrir à Napoléon, prisonnier là-bas, une sélection des meilleurs vins de Moselle. On est reçu de la façon la plus aimable par l'ex-empereur, et on regrette presque de voir cette intéressante illusion perturbée par le réveil. Mais on compare maintenant la situation de rêve avec la réalité effective. On n'a jamais été négociant en vin et l'on n'a jamais non plus voulu le devenir. On n'a jamais fait de voyage en mer et à Sainte-Hélène, et Sainte-Hélène est le dernier endroit qu'on prendrait pour but d'un tel voyage. Envers Napoléon, on ne nourrit absolument aucune sympathie, on lui voue plutôt une furieuse haine patriotique. Et qui plus est, le rêve n'était de toute façon pas encore parmi les vivants lorsque Napoléon mourut sur l'île. Et qui plus est, le rêveur n'était de toute façon pas encore parmi les vivants lorsque Napoléon mourut sur l'île, où une relation personnelle avec lui n'était pas dans le domaine du possible.
L'expérience vécue du rêve apparaît ainsi comme quelque chose d'étranger intercalé entre deux périodes de vie, allant parfaitement l'une avec l'autre et se prolongeant l'une l'autre. Et pourtant, continue Hilbrandt, le contraire apparent est tout aussi vrai et juste. J'estime que la relation et la liaison les plus intimes vont cependant main dans la main avec une telle fermeture et une telle coupure. Nous pourrons franchement dire, quoi que puisse offrir le rêve, il en prend le matériel dans la réalité effective et dans la vie mentale qui se déroule à partir de cette réalité effective. Quelque étonnante que soit la façon dont il en use, il ne peut à vrai dire jamais se défaire du monde réel, et ses formations les plus sublimes comme les plus grotesques ne peuvent jamais qu'emprunter leurs matériaux de base, ou bien à ce qui est apparu à nos yeux dans le monde des sens, ou bien à ce qui a déjà été trouvé, ou ce qui a déjà, quelque étonnante que soit la façon dont il en use. Le rêve, il ne peut à vrai dire jamais se défaire du monde réel. Et ses formations les plus sublimes, comme les plus grotesques, ne peuvent jamais qu'emprunter leurs matériaux de base, ou bien à ce qui est apparu à nos yeux dans le monde des sens, ou bien à ce qui a déjà trouvé place dans notre démarche de pensée vigile. En d'autres termes, l'emprunter à ce que nous avons déjà vécu extérieurement ou intérieurement.